Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Lando Associés par VK. On va parler tout à l'heure de personnel, de changement de mode de gestion, mais tout de suite, les brèves. Avec un arrêt du Conseil d'État sur la compétence territoriale des tribunaux administratifs quand il y a des litiges sur les concours. Un arrêt important sur le calcul de la rémunération d'un salarié transféré à une personne publique. Et puis un décret qui nous dit que les instances collégiales de l'État, y compris certains EPIC, pourront sécuriser le fait que leurs réunions soient mixtes, associant pour leurs organes délibérants, donc panache en présentiel et visioconférence. Et puis une instruction sur la canicule. En matière de responsabilité, un théâtre plus après ceux de Toulouse ou de Paris, celui de Rouen désormais, donc, nous condamne l'État à indemniser certains dégâts commis par les Gilets jaunes. Alors un théâtre plus, vous allez me dire, oui, mais c'est le premier, à ma connaissance, qui condamne clairement également pour des indemnisations d'entreprises, notamment occupants du domaine public. Et puis le théâtre Cergy-Pontoise de son côté nous donne un mode d'emploi sur les contentieux, le régime contentieux des refus de CCAS ou CIAS en matière d'élection de domicile pour des personnes sans domicile stable. Et puis un arrêt sur les autorisations d'urbanisme qui nous dit que, bon, bien sûr, si je demande un retrait pour fraude d'un permis de construire, ça peut être fait sans condition de délai, mais le rejet de cette demande, lui, doit être contesté dans un délai classique de 2 mois. Et puis, l'ACA de Bordeaux nous dit que si le juge ordonne une démolition, il n'y a pas besoin d'autorisation environnementale pour s'exécuter. Pas en tout cas en l'espèce. Est-ce que c'est dans tous les cas? On pourra en débattre. Et puis une autre décision, la CA de Nancy cette fois-ci, sur l'urbanisme commercial. Voici des détails, c'est intéressant. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous dit que si un droit national prévoit des délais trop courts de recours, eh bien il sera censuré par la Cour. Et puis le Conseil d'État qui a diffusé son rapport public annuel, donc pour 2021. Alors, les parties statistiques ou les grands arrêts de l'année, on les connaît déjà par ailleurs, mais sur les avis, c'est évidemment comme tous les ans, là vous avez une source qui est une petite mine d'or. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons à notre grand dossier, personnel et changement de mode de gestion. Au quotidien, on lance des marchés, on passe des DSP, on reprend des services en régie, et on se dit, le personnel suit, etc. En fait, les choses restent compliquées. Quand on va de privé à privé, en cas de succession de marché ou de DSP, ou quand on va de privé à public, en remunicipalisation, la notion d'entité économique autonome reste subtile. Ça reste un exercice délicat au cas par cas. Les cas où, ensuite, il y a reprise du personnel, se pose la question du statut de celui-ci. Quid des conventions collectives? Si je reprends des agents, par exemple, en cas de remunicipalisation d'un service, dans certains cas, je vais reprendre des accords d'entreprise. Oui, mais comment faire en sorte qu'ils ne s'étendent pas à tous les autres agents pour l'avenir avec un certain nombre, sinon, de risques financiers? Quid des statuts des directeurs de régie SPIC que l'on reprend? Quid de l'application des verrouillages en cas de refus d'agent, de transfert de public à privé? Parce qu'on fait un marché public, une DSP ou une SPL. Et puis, quid des informations à donner en cas de lancement de marché public ou de DSP? Parce que si on n'informe pas assez, on risque de vicier son marché ou sa DSP. Et si on donne des informations erronées, on va non seulement vicier son marché ou sa DSP, mais en plus engager potentiellement sa responsabilité pécuniaire et médiatique, surtout si on dit que les agents sont par reprendre et que le juge finit par dire l'inverse. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à 3 experts aux compétences tout à fait complémentaires. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Guillaume, on commence par toi. Quelles mesures de prudence avoir à l'esprit lorsqu'on va se poser la question de savoir s'il y a ou pas entité économique autonome? Il faut s'assurer, en effet, qu'il y a bien une reprise d'éléments d'actifs suffisants pour qu'il y ait un transfert d'activité. Alors, qu'est-ce que c'est que des éléments d'actifs suffisants? Eh bien, évidemment, c'est du cas par cas, mais par exemple, il est clair que le transfert d'une débroussailleuse et d'une tondeuse ne sont pas des éléments d'actifs suffisants. En revanche, si le transfert concerne des machines-outils, concerne des installations de distribution de l'eau potable, concerne des bâtiments, là, nous sommes en présence d'éléments d'actifs suffisants. Et puis, autre élément qui permet de caractériser l'entité économique autonome, donc l'activité transférée, c'est qu'il y a une équipe dédiée à cette activité. Si on n'a pas d'équipe dédiée, alors on ne pourra pas identifier
l'entité économique autonome, il n'y aura pas transfert de l'activité. Inversement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas transfert de propriété des éléments d'actifs qu'il n'y a pas transfert d'activité au sens juridique du terme. La mise à disposition d'installations ou de bâtiments nécessaires à l'activité constitue un transfert de l'activité au sens de l'article L1224-1 du Code du travail. Quels sont les points de vigilance à avoir à l'esprit quand on va passer du privé au public? Si l'activité est reprise dans le cadre d'un SPA, d'un service public administratif, il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité de proposer aux salariés privés un contrat de droit public. Ce contrat de droit public doit reprendre les clauses substantielles du contrat de travail des salariés, à la condition, toutefois, que ces clauses ne soient pas en contrariété avec le droit de la fonction publique. Ainsi, si la rémunération du salarié privé est plus importante que celle qu'un agent public devrait obtenir dans une situation correspondant aux fonctions exercées, par référence à ce qu'aurait un fonctionnaire, alors le contrat de droit public pourra proposer une rémunération de droit public inférieure à celle que le salarié avait en vertu de son contrat de travail. Bien entendu, le salarié privé peut refuser le contrat de droit public qu'on lui propose, mais dans cette hypothèse-là, il est licencié de plein droit à la date de son refus. Si l'activité maintenant est reprise dans le cadre d'un SPIC, alors les contrats de travail des salariés seront transférés tels quels, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire. Bien sûr, on peut toujours rédiger un avenant de transfert, mais sur le plan strictement juridique, en pur droit, cela n'est pas nécessaire. Alors, lorsque l'activité est reprise dans un SPIC, il y a tout de même un agent qui n'est pas concerné par le transfert, c'est le directeur du SPIC. En effet, le directeur du SPIC est toujours un agent public, si bien que si bien que le salarié de droit privé qui gérait l'activité dans le cadre auprès d'un prestataire privé, celui-ci ne pourra pas avoir son contrat de travail transféré pour devenir un agent public, pour devenir directeur du SPIC, s'il y a un trou dans les textes, et il faudra tout simplement que cette personne soit recrutée selon les voies de droit commun du droit de la fonction publique. La convention collective peut changer, la convention collective applicable peut changer, étant précisé qu'en principe, lorsqu'il y a un passage en régie, les EPIC, eux, ne sont jamais soumis à une convention collective. C'est le Code du travail qui exonère les établissements publics industriels et commerciaux de l'application des conventions collectives. Mais plus précisément, si les salariés d'une entreprise bénéficient par exemple d'un accord d'entreprise, celui-ci peut éventuellement survivre pendant 15 mois, voire pendant 3 ans, si un accord de substitution est rédigé. Et puis ensuite, ce sera de toute manière l'accord de l'organisme qui reprend l'activité qui s'imposera à l'ensemble des agents privés à terme. Même question, mais quand on passe du public au privé. Un fonctionnaire n'est jamais transféré pour cette simple raison qu'il est titulaire de son grade. En revanche, depuis la loi de transformation de la fonction publique du mois d'août 2019, il est possible de détacher d'office les fonctionnaires auprès du prestataire si le service concerné est un SPIC. Auquel cas, le fonctionnaire, contrairement à ce qu'il en va dans le droit commun de la fonction publique, ne pourra pas s'opposer à son détachement. La deuxième situation à distinguer concerne les agents contractuels de droit public. Lorsque l'activité passe du public au privé, les agents publics de l'organisme public ne sont pas à proprement dit transférés, mais auprès des prestataires privés, mais le prestataire privé doit leur proposer un contrat de droit privé qui reprend les clauses substantielles de leur contrat de droit public. Si jamais l'agent public refuse le contrat de travail qu'on lui propose, il est alors licencié de plein droit et il aura droit aux indemnités de licenciement dues en vertu des règles du droit de la fonction publique applicables. Et quand on lance un marché public ou une DSP,
Quelles informations indiquer en matière de personnel? L'acheteur public doit communiquer les informations nécessaires à l'établissement d'une offre satisfaisante. L'acheteur public doit ainsi mentionner les informations relatives, nous dit la jurisprudence, à la masse salariale à reprendre. Il faut communiquer les éléments essentiels, nous dit le Conseil d'État, sans toutefois apporter des précisions supplémentaires à ce sujet. Une ordonnance du tribunal administratif de Paris a apporté quelques précisions sur cette notion d'éléments essentiels. En effet, sous réserve du respect des affaires et aux droits de la vie privée des salariés, l'acheteur public doit notamment communiquer au candidat afin qu'il puisse formuler une offre satisfaisante le nombre de salariés à reprendre, la nature de contrat à reprendre, les avantages dont disposent les salariés, par exemple les primes d'ancienneté, la mutuelle, l'expérience des salariés, l'ancienneté et la qualification de ces salariés. Concernant le nombre de salariés à reprendre, par une autre ordonnance rendue le 12 février 2016, le tribunal administratif de Nice a précisé que l'acheteur peut notamment mentionner le nombre de personnels affectés directement ou indirectement à l'exécution du marché. Et quelques petits conseils à ce propos, Evangelia? Avant le renouvellement d'un contrat de la commande publique, il faudrait se prendre suffisamment à l'avance afin de demander aux prestataires sortants les informations qui seront essentielles et qui sont relatives au personnel à reprendre. Il convient donc de lui faire la demande suffisamment en amont. En cas de refus du titulaire de vous transmettre ces informations, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons tout d'abord faire éventuellement un référé mesure utile afin de contraindre le prestataire sortant de communiquer ces informations. Mais pour ça, il faut avoir suffisamment du temps. On peut aussi prévoir, et rappelez-vous de ça, de le mettre déjà dans vos contrats, une pénalité qui sera applicable en cas de non-transmission des informations ou de non-transmission des informations à temps. Ok. Mais au-delà de ces considérations juridiques, comment un gestionnaire public va-t-il pouvoir piloter cette délicate transition? Et quels conseils auriez-vous à nous prodiguer à ce propos? Alors, pour moi, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de ne pas dénigrer l'employeur sortant. D'abord parce que les agents ou les salariés de l'employeur sortant, quelque part, sont captifs et solidaires de leur histoire. Et donc, la première des choses, c'est de respecter l'employeur sortant et autant que possible, d'organiser le transfert avec lui. Le deuxième sujet, c'est très en amont de rencontrer les représentants du comité d'entreprise ou maintenant du CSE et de travailler étroitement avec eux. Donc pour moi, un bon transfert se gère entre les trois parties, ou les quatre parties en fait, c'est-à-dire le CSE et la direction de l'employeur sortant, et de l'autre côté, le CSE et la direction de l'établissement d'accueil. Ça, c'est fondamental. Ensuite, autant que possible, de mon point de vue, il faut faire en sorte que les gens puissent être transférés avec leurs avantages acquis. C'est très mal compris dans des épisodes qui sont déjà un peu traumatisants de transfert d'une entreprise à l'autre, de perdre un certain nombre d'éléments de sa rémunération ou de ses avantages. Et pour y arriver, il faut autant que possible rester dans le cadre de l'article 1224.1 du Code du travail. Et cette constitution de l'entité économique autonome, elle peut se faire conjointement, de mon point de vue, avec l'employeur sortant. Parce que l'intérêt de l'employeur sortant, c'est aussi que ces agents puissent être transférés pour ne pas se retrouver avec du personnel en surnombre. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on, dans les 6 à 12 mois qui précèdent le transfert, on organise le travail de manière à se trouver dans la situation d'une entité économique autonome. C'est ce que j'ai pratiqué à chaque fois, et ça s'est fait dans de très bonnes conditions, et ça permet aux gens de partir avec leur contrat de travail, sans que ça pose aux nouveaux embauchés de la structure d'accueil de problèmes de jalousie par rapport à leurs collègues. Ça se gère très bien. Voilà. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est de décrire le maximum de choses pour être clair et transparent avec les agents qui sont transférés. Et ça se fait sous la forme d'un accord de méthode à bâtir, encore une fois, avec les 4 entités dont j'ai parlé tout à l'heure, et avec ensuite autant d'accords d'étape que nécessaire pour matérialiser l'avancement des discussions avec les représentants du personnel. Et ces accords d'étape et accords de méthode sont bien entendu diffusés à l'ensemble des personnels, tant de l'employeur sortant que de l'établissement d'accueil. Ce qui est important également,
hein, c'est de bien sécuriser l'accueil des cadres référents de l'entreprise sortante, hein. C'est-à-dire que dès le départ, de leur dire, vous avez une place chez nous, et quoi qu'il arrive, on fera en sorte de vous transférer avec votre contrat de travail, de manière à ce que ces cadres jouent le jeu et nous aident à constituer l'arrivée des personnels qui doivent être transférés. Et ça permet aussi d'éviter qu'il y ait de la part de l'employeur sortant une forme de tri des personnels qu'ils acceptent de voir partir. Et puis peut-être, quand on accueille des personnels qui ont une culture d'origine extrêmement différente, faire attention à la sémantique. Je vous donne un exemple. Avec les fonctionnaires territoriaux qui sont appelés à intégrer une entreprise soit privée, soit une régie à personnalité juridique, il est important de veiller aux termes que l'on emploie, autant que possible au départ, parler plutôt d'agents que de salariés, parler plutôt d'établissement que d'entreprise, éviter des mots comme flexibilité et polyvalence, qui sont autant d'éléments un peu caricaturaux pour des gens qui viennent de la culture des fonctionnaires. Bien, merci à tous les trois. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Allez, merci, au revoir.